les Maliens ont une image assez positive, en tout cas à Paris. Quand on vient, par exemple, quand ton grand frère te fait venir ici, arriver déjà, et quand il commence à travailler, celui qui reçoit tes payes. Ah ouais. Ou bien il y en a, ils se sont mariés des femmes ici en France. Mais comment est-ce possible? Des femmes ici en France, avec un salaire. Non mais c'est logique quoi. On peut dire ouais, celui-là il a fait un garçon qui quitte dans sa famille au bled pour venir ici, il est tout seul. Toute la famille mise sur lui. Celui qui nourrissait toute la famille au bled. À la fin du mois, on attend qu'il envoie de l'argent pour vivre. C'était le chef du village. C'était le chef du village. Oui, déception Léo, parce que c'est comme les Maliens se vident de ses enfants pour venir ici. Après les Maliens gagnent quoi? Appliquer la charia, ça n'existait pas dans le monde. On dit comme ça, comme si même au mec, en Arabie Saoudite. Bonjour à tous, c'est Culture Mandingue. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit interview avec M. Cham, Habib Cham, arrivé à Paris dans les années 1998 exactement. Habib Cham fait partie de cette génération de Maliens qui ont dû se construire entre deux mondes. Aujourd'hui, il est devenu une voix respectée et écoutée par la diaspora malienne en raison de son engagement associatif et son regard lucide sur l'immigration et certains sujets qui concernent directement la diaspora malienne à Paris et en France de façon générale. Avec sa permission, on va enregistrer cet entretien. Il va revenir sur son parcours, les défis auxquels il a dû faire face pour faire son intégration. Il va aussi parler des réalités que la diaspora rencontre aussi ou peut rencontrer en termes de couple, de famille et aussi sur l'actualité de certains événements qui concernent directement le Mali. L'entretien sera disponible sur l'ensemble des plateformes de culture mandingue. Habib Cham, bonjour. Bonjour. Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu peux te présenter brièvement pour ces gens et même ceux qui te connaissent aussi d'ailleurs? Oui, moi c'est Habib Sambakes Cham. Je suis malien, je réside en France ici à Paris. D'accord. Qu'est-ce qui te caractérise directement ton parcours? Qu'est-ce qui fait que ton parcours est intéressant et peut permettre à certains Maliens par exemple de se retrouver pour trouver des solutions à certains problèmes pour l'intégration et tout ça? Et par rapport aux engagements aussi que tu as en milieu associatif, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Oui, en fait, moi j'ai commencé ça, je commence à parler des problèmes du Mali, tout ça là, c'était en 2017 en fait. D'accord. De 2017 à nos jours, on parle sur les réseaux sociaux, essayer de sensibiliser les Maliens, analyser la situation qui se passe au Mali quoi, en général. Donc voilà, je suis connu par rapport à ça et il y a une association qui s'appelle CDR. D'accord. Et dont je suis membre. D'accord. Donc voilà, le porte-parole qui est Mohamed Youssouf Batidi, actuellement qui est en prison. D'accord. Donc voilà, tous les bits qu'il a fait de 2017 à nos jours, tu es actif pour ça? Je suis actif par rapport à ça. D'accord. Donc voilà. Et même plus encore? Ouais, voire plus, ouais. Okay. Ouais. Tu es arrivé en France dans la vingtaine, quand tu étais dans la vingtaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces moments sur la France quand tu es arrivé? Oui, c'était en 98. D'accord. J'avais 26 ans en fait. D'accord. 26 ans, quand je suis arrivé déjà, il y avait le gouvernement socialiste qui était là. D'accord. Mais il y avait Chirac qui était président en ce moment-là. D'accord. Bon, c'était un peu difficile, mais pas comme aujourd'hui. D'accord. Malgré qu'il y a du monde aujourd'hui, mais avant c'était difficile. Il y avait des gens qui refoulaient. Mais l'intégration en elle-même, c'était un peu difficile pour moi en fait. D'accord. Ouais, et je pense que c'était le cas à peu près de beaucoup de Maliens aussi. Oui, il y avait beaucoup de Maliens, il y avait beaucoup de Maliens, surtout au milieu soninké, parce que moi je suis soninké. D'accord. Donc voilà, il y avait du monde qui était là, et puis avoir la carte séjour pour aller travailler, c'était un problème. Il fallait attendre 10 ans. D'accord. Et pour aller faire une demande déjà. D'accord. Ah ouais, 10 ans pour faire une demande. 10 ans de pré. Ah ouais. Et là, c'était avoir le bulletin de paye. D'accord. Aller voir les médecins, tu gardes ces ordonnances, et les factures, voilà, ainsi de suite. 10 ans. Wow. Incroyable. Pour faire une demande en fait. Wow. Il y en a, ils ont resté 10 ans pour avoir leur carte séjour. Et à l'époque, avoir la carte séjour, c'était un problème. Sinon, après, travailler, c'est un souci. Même s'il y avait d'autres moyens de le faire. Travailler au noir. Donc voilà, c'était ça en fait. Et sinon, voilà, c'était difficile. Mais à l'époque aussi, travailler au noir, c'était possible en fait. D'accord. Ouais. Okay. Et donc, comment elle était la communauté malienne à cette époque? Est-ce que c'était soudé? Est-ce qu'elle était nombreuse? Enfin, du coup, tu m'as dit qu'il y avait déjà beaucoup de Maliens. Est-ce que cette communauté elle était organisée? C'était une communauté qui s'y retrouvait ou c'était dispatché ou chacun allait de son côté ou non, c'était vraiment soudé. D'accord. C'était des travailleurs en plus. D'accord. Parce que je me souviens à l'époque, quand un Malien travaille dans une société, une fois qu'ils ont besoin de quelqu'un pour remplacer qui que ce soit, on te demande de ramener un Malien. D'accord. Ça veut dire que c'était des bosseurs en fait. Et ils étaient disciplinés en fait. D'accord. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était pas des voleurs, c'était pas des délinquants qui traînent comme ça. C'était travailler, aller au boulot et puis retourner à la maison. C'est vrai que les Maliens, ils ont cette image-là. Moi, je
je l'ai entendu plusieurs fois. Dès qu'on dit telle personne est malien, pas malienne, pardon, en fait, ils se disent directement ah, mais il est gentil, ah, c'est un travailleur, ah, il n'y a que des compliments vis-à-vis des Maliens. Les Maliens ont une image assez positive, en tout cas à Paris. Donc, ça, c'est dû par rapport à les immigrations précédentes, les immigrations maliennes précédentes, du coup. D'accord, je confirme, moi aussi. En ce moment-là, les gens, franchement, on s'est fréquentés. Par exemple, dans la semaine, on va travailler et le week-end, on se trouve au foyer. Sauf il y a des individus parmi nous, ça existe, qui sont absents. Mais sinon, les week-ends, on se trouve au foyer. Soit les baptêmes, ou les mariages, ou bien les décès. D'accord. Voilà. Et c'était organisé en sorte que tout le monde a des nouvelles de tout le monde. D'accord. Quand il y a un problème, et tout le monde saura qu'il y a un problème, et ils vont résoudre. Franchement, c'était soudé. Voilà, en même temps, avec leurs cotisations, tout ça, pour en cas de décès, rapatrier les corps, tout ça. Et voilà, il y avait toutes ces organisations-là qui étaient là. Nous, on a trouvé ici. Parce qu'à l'époque, je te rappelle, quand on vient, par exemple, quand ton grand frère te fait venir ici, arrivé déjà, et quand il commence à travailler, celui qui reçoit tes payes. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, une fois ça, il te donne quoi? Les transports. D'accord, ok. Et la nourriture. D'accord. Dans la semaine. D'accord. Donc il garde ton argent jusqu'à ce que lui, il a investi pour que tu viennes. D'accord. Et là, tu vas payer. D'accord. Tu payes ça après, tu es indépendant. D'accord, ok. C'est un investissement gagnant-gagnant pour chacun de nous. Okay. Parce que moi, je t'ai fait venir lorsque tu es arrivé, tu travailles, tu me payes. Et en plus, tu es intégré, il t'aide à l'intégration, à être dans la communauté, à être informé. Et vous allez cotiser aussi à soutenir les gens qui vont rester au bled. D'accord. C'était comme ça avant. C'était vraiment bien, très bien même. C'était organisé, les gens se respectaient, et puis voilà, il n'y avait pas trop de problèmes par rapport à ces gens-là à l'époque. D'accord. Du coup, tu nous as déjà parlé des obstacles que tu as pu rencontrer à ton arrivée. Tu nous as déjà parlé de ça par rapport à la carte de séjour qui était difficile à avoir, il fallait attendre plus de 10 ans. Le travail, le logement, généralement tu en as déjà parlé aussi, le travail, mais souvent c'est celui qui accueille, la personne qui accueille, par exemple un membre de la famille, qui va t'aider à trouver un travail, qui va te loger le temps que les choses se mettent en place aussi pour toi. Quand tu regardes ton époque à toi, c'est-à-dire au moment où tu es arrivé en France, dans les années 1990, et par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé selon toi? Beaucoup. Si tu veux, à l'époque, on trouvait le travail facilement. D'accord. Facilement, très facilement. Et puis, logement, c'était difficile, parce que pour avoir un logement, il faut avoir le papier. Ouais. Mais tu peux avoir un endroit où dormir. Par exemple, si moi j'ai le papier, et j'ai un studio où j'ai un logement, et je peux t'héberger. À la fin du mois, tu m'aides à payer le loyer. Exactement. Et ça existait entre nous. Mais maintenant, c'est difficile. C'est pas pareil. Et là, il y a beaucoup de gens, ils ont compris qu'il y a eu... Ça s'est pas bien passé en fait. Il y a eu des soucis. Des deux côtés d'ailleurs. Parce que des deux côtés. Il y en a qui abusent, les gens qui accueillent, ils abusent, ils prennent trop. Et l'autre aussi, souvent, il refuse de payer. Il ne veut pas payer. Donc ça pose problème. Et ça fait que les gens commencent à abandonner cette pratique-là. Donc voilà. Mais sinon, en gros, c'était difficile aussi à l'époque, quand il vient, pour se loger. Parce que nous, quand moi je suis arrivé, par exemple, je te prends un exemple sur moi, quand je suis arrivé directement, c'est mon grand frère qui est venu me chercher à l'aéroport. Arrivé chez lui, il y avait lui et sa famille, quoi. Sa femme et ses enfants. Mais vu que voilà, c'était pas trop grand pour nous tous, moi j'ai dit je vais au foyer. Bon, lui n'était pas d'accord avec moi. Il dit non, parce que là-bas c'est compliqué. Je dis non, il faut que j'y aille parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui vivent là-bas. Donc je vais me débrouiller comme eux, je suis pas mieux qu'eux, quoi. Après je suis parti au foyer, c'est comme ça, moi je suis arrivé au foyer. Et c'est là-bas aussi tu peux trouver le travail facilement parce que c'était bouche à oreille. Par exemple, moi dans mon travail, on me dit ouais, on a besoin de quelqu'un. Je dis tiens, moi j'ai quelqu'un, je viens, je te dis bon, tiens, j'ai un boulot pour toi, demain tu viens avec moi. C'était comme ça avant. Tu vois, si tu n'as pas de papier, tu peux trouver les papiers de ton frère, des cousins, même quelqu'un comme ça que tu connais, il peut te donner le papier. Sans rien penser, mais après voilà, il y a des choses à régler, ça on peut en parler si tu veux. C'était comme ça avant. En tout cas, il y avait une solidarité qui permettait à chacun d'être dans la moule, d'être intégré dans la société, dans la dynamique, voilà, dans un cercle. Voilà, parce que moi, je viens, on m'aide, on me soutient comme ça, on me montre comment il faut faire, ils vont m'aider tout ça. Forcément, si quelqu'un vient, moi aussi j'ai la solution, je vais faire pareil. Et c'était comme ça en fait. Beaucoup d'hommes de ta génération à toi, c'est toujours le cas d'ailleurs pour ma génération à moi aussi, ont connu des problèmes de couple après leur arrivée ici. Voilà. Et même parfois c'était des séparations. Qu'est-ce qui crée ces tensions selon toi? Est-ce que c'est par rapport au fait que les codes sociaux par rapport au Mali et les codes sociaux par rapport en France c'est pas la même chose, et les rôles aussi par rapport à ce qu'un homme doit remplir, par exemple tu dois prendre en charge tout à la maison,
la nourriture, le logement, etc., pour faire plaisir à madame, les habits, les fêtes, etc. Et que l'homme il prend tout ça en charge. Et que la femme elle est cantonnée à un rôle de s'occuper des enfants, de pouvoir s'occuper du foyer, de son homme. Et qu'alors qu'en France, la dynamique elle est différente, c'est-à-dire que l'homme va travailler, la femme aussi, et que ici les charges sont beaucoup plus élevées qu'au pays. C'est-à-dire qu'une seule personne, c'est quasiment impossible lorsque cette personne n'a que son salaire pour subvenir aux besoins, à ses besoins et celui des autres. Est-ce que c'est parce que c'est différent au Mali et ici? Est-ce que c'est ça qui est la cause de la plupart de ces difficultés-là dans les couples? Là. Carrément, parce que voilà, à l'époque déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Parce que nos grands frères, nos tontons qui étaient là avant, et la plupart de ces gens-là, ils n'étaient pas mariés. D'accord. Bon, pour avoir les femmes africaines à se marier ici, il fallait que, voilà, déjà quand tu viens, tu trouves des femmes, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes en fait. D'accord. Trouver une femme ici, c'était difficile. C'était presque quasi impossible. Maintenant, les gens qui se marient au bled pour ramener leurs femmes, oui, ça existait avant. Et voilà, beaucoup de femmes qui sont venues comme ça, le regroupement familial. Mais après, ce qui se pose comme problème, c'est-à-dire là-bas au bled, et ici, il y a une différence. Quand on quitte au bled pour venir ici, on ne sait pas ce qui nous attend ici. On ne connaît pas les systèmes et tout, comment ça marche. Une fois arrivé, toi, tu commences à travailler. Tu penses que avant, la façon dont tu vivais au bled, là, tu penses que tu peux faire pareil ici. C'est pas possible. D'accord. Donc quand tu t'es marié, bah oui, c'est pas possible parce que du moment où une femme vient, normalement ici, elle peut travailler. Oui. La femme peut travailler et toi, il y en a qui ne sont pas d'accord, hein, parce que voilà, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont d'accord, les femmes travaillent, il y en a qui ne sont pas d'accord, après chacun, voilà. Mais en réalité ici, les systèmes, ça demande que vous deux, il faut aller travailler. Donc il faut que vous travaillez parce que tu viens de dire, attends, les dépenses, les loyers, nourriture, tout ce qui va avec, envoyer au bled, c'est compliqué pour une seule personne. Oui, c'est sûr. Tu vois. Donc quand la femme travaille, ça peut t'aider. Mais sauf que ça ne se passe pas comme ça. Parce que pour les femmes qui viennent de bled, pour eux, les systèmes au bled, il faut appliquer ici. Tu vois. Et moi, non, je suis une femme, donc c'est à toi d'assumer tout. Bon, si elle travaille, c'est qu'elle gagne, elle fait quoi avec? Ça posait des problèmes. Non mais bon, comme tu m'as demandé le coup, voilà, les difficultés et autres, il y en a partout. Il y a des hommes aussi qui abusent. Tu vois. Justement, on va parler des hommes aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui fait que il y a des divorces, il y a des tensions, voilà. Plan. D'accord. Et oui, c'est vrai que justement en parlant des hommes, on peut voir que certaines femmes aussi qui sont venues ici se sont retrouvées souvent dans des situations compliquées où l'homme ne remplit pas du tout ses responsabilités, ou même des fois ils ont plusieurs femmes aussi, ils font comme au bled. Donc ça aussi, on peut dire qu'il y a un choc culturel, des habitudes, des coutumes. Donc il y a des femmes aussi qui se sont retrouvées toutes seules dans la solitude, sans solution. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces femmes-là, par rapport à difficultés? Moi je pense que, je ne dis pas tout le monde, mais les hommes aussi, on a vraiment notre responsabilité. Parce que quand il est marié ici avec une femme, que ce soit elle est née aussi ou elle est venue, et toi tu te permets d'aller te marier la deuxième femme au bled, ça pose problème. Ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont rébellées ou s'est retirées du mariage volontairement. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont partis du mariage. Oui, parce que voilà, c'est compliqué. Ou bien il y en a, ils se sont mariés des femmes ici en France. Mais comment est-ce possible? Des femmes ici en France, avec un salaire. Non, mais souvent, c'est logique, quoi. On peut dire, ouais, celui-là, il l'a fait, mais comment il a vécu? Tu vois? Mais c'est difficile, presque quasi impossible. Parce qu'il y en a, au début, ils disent, non, c'est pas un problème, moi je peux le faire. Ok, mais si la femme, elle est d'accord au début, au milieu, ça pose problème. Parce que, voilà, là où tu habites, là, chez la première, tu payes le loyer là-bas. Elle habite de l'autre côté. Admettons qu'elle habite de l'autre côté, tu vas pas payer son loyer. Ah, il faut payer aussi. Si tu payes les deux loyers là, ils vont manger quoi? Et toi-même, est-ce que tu vas arriver à un moment donné à aller au bled? Tu peux pas. Donc ça pose problème. Et ce côté-là, nous, les hommes, il y a un problème. Mais il y a les femmes aussi qui abusent. Parce qu'il y avait des lois ici qui font que les femmes sont favorisées et tout. Il y a plein de femmes qui sont profitées de cela. Tu vois, les femmes seules, allocation familiale, tout ça, c'est des problèmes. Donc voilà, il y a tas de choses. À tes bancs, quoi. D'accord. Dans cette société où il y a une différence des rôles, c'est-à-dire que où les femmes ont de nouveaux droits et où par conséquent des hommes aussi ont leur rôle aussi qui est appelé à être autre, comment on peut redéfinir, comment on peut réorganiser son rôle en tant qu'homme malien ici à la diaspora? Quelle est ta vision et ta façon de voir par rapport à ça?
En tout cas, pour moi, il faut s'adapter. Hein. Parce qu'au bled, nous, on est né dans une famille, une grande famille. Et puis, arriver en France ici, c'est autre chose, c'est pas pareil. Donc, il faut s'adapter. Et la culture ne sont pas les mêmes. Mais ici, quand on arrive, on a tendance à penser que voilà, les hommes, tu vas aller bosser, tu viens à la maison, tu fais rien. Mais c'est le contraire ici en France. Il y a peu des hommes qui comprennent ça. La femme aussi, elle va travailler. Une fois rentrée à la maison, elle est fatiguée comme toi. Maintenant, qui c'est qui va travailler à la maison? Ah, tu m'as dit que toi tu faisais à manger à la maison. Moi je le fais, je le fais. Parce que pourquoi je le fais? Et c'est par rapport aux enfants. Ou par rapport, c'est moi, je suis arrivé à la maison en premier, il faut que je prépare avant qu'elle rentre. Mais nous, notre culture, non, ça c'est soumission, ça c'est pas normal, c'est pas le travail des hommes et tout. C'est ça qui est dans notre tête. Et ça pose problème ici en France. Parce que imagine une femme qui quitte au travail, qui vient te trouver à la maison, toi tu fais rien à regarder la télé. C'est elle qui doit rentrer et puis préparer que toi tu manges. Pendant que tu es là, tu fais quoi? Donc ça a posé beaucoup de problèmes dans notre couple ici en France. En fait, la solution, ne sont pas les mêmes. La solution, c'est du coup de discuter surtout, et de comprendre que on n'est pas dans la même société, que les choses ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le rôle de l'homme au Mali, le rôle de la femme au Mali n'est pas les mêmes que les rôles des femmes ou le rôle de la femme ou le rôle de l'homme ici en France. Et donc je pense que par rapport à ça, le dialogue, la discussion aussi peut être une solution, et d'accepter aussi de changer, peut-être pas tout, mais de changer beaucoup de choses pour que ça puisse fonctionner dans le couple. D'accord. Maintenant, on va parler de la famille et des enfants plus spécifiquement. Comment toi, en tant qu'un homme qui vient d'un pays autre que la France par exemple, c'est-à-dire qui est Soninké, tu m'as dit, et donc Soninké et Mandingue sont assez proches, c'est à peu près la même chose. Comment toi qui viens d'une culture haute, qui est une culture riche surtout, comment tu fais pour élever tes enfants dans un pays qui n'a pas la même culture que ta culture d'origine? Comment tu fais pour que tes enfants se sentent bien, en même temps leur permettre d'avoir les clés pour comprendre la culture du pays d'origine de leur papa, ou peut-être de leur maman? Comment tu fais En fait, pour moi, ce que je fais, c'est d'être avec les enfants en permanence. Dès que je peux, je suis avec eux, je discute, je l'explique comment moi-même j'ai vécu l'adaptation. L'adaptation, et puis ici, quelle chance ils ont ici. Et l'avantage et les dangers qui les répètent. Donc ça, quand tu parles avec les enfants, petit à petit, ils vont comprendre. Et c'est aussi de... Donc tu responsabilises les enfants et tu leur donnes les clés de... Voilà. Tout à fait. Tu crées un lien aussi, surtout parce qu'il y a beaucoup de parents qui font des enfants et qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Non, même quand tu vas au mariage, si tu payes, il faut bouger avec tes enfants. D'accord. Et c'est bien, ils vont apprendre, ils vont connaître les autres. Ils savent que voilà, nous sommes des Maliens d'origine, puis voilà, notre culture c'est ceci, c'est cela. C'est ça, à travers des fêtes, des décès, des machins, qu'ils vont apprendre petit à petit avec toi. Mais quand tu ne bouges pas avec eux, ils vont sortir, aller jouer dehors, aller voir les copains, c'est dehors qu'ils vont connaître. Ils vont créer d'autres liens. Et c'est aussi, si possible, je sais que c'est difficile, et les enfants y aillent en vacances au bled. D'accord. Et moi, par exemple, chez moi, je parle en bambara. Je suis Soninké, mais très souvent, je parle bambara à la maison que le français. C'est pareil, moi aussi, quand j'étais... Parce que moi, mes enfants, tous, ils comprennent bambara, sauf un qui est un peu têtu, mais sinon ils comprennent bambara. Allez, trop. Chèque. Ouais, Chèque, il parle pas bambara. Bon, Chèque est libre là, mais il faut apprendre à parler le bambara. Oui, lui, il est têtu, sinon les autres, même les plus petits. D'accord. Même les plus petits, ils comprennent bambara. Ça, c'est à la maison, mais bon, une fois qu'ils sortent, c'est les Français, comme à l'école, un peu partout. D'accord. Mais les enfants, il faut discuter, il faut sortir, il faut faire les sorties avec les enfants. Et nous, ce qui est le problème, nous les Africains, c'est tous les hommes, on ne sort pas beaucoup avec les enfants. Et ça, c'est très grave. Tu vois. Par exemple, s'ils font le foot, moi, mon garçon, il va au foot. Souvent, je vais l'accompagner, je vais regarder ce qu'il fait. Il est content. Il dit, ouais, mon père, il est là, donc aujourd'hui, voilà, pas de bêtises, je vais essayer, c'est là. Il va commencer à être sérieux sur le terrain, respectueux, tout ça là, parce qu'il me voit. Mais si tu n'es jamais là et que ses copains, leurs parents viennent regarder leurs enfants, c'est ce que ça fait. Du coup, enfin, tu en as déjà parlé sans le dire directement. Donc, quels sont les problèmes du coup que tu observes entre les parents qui sont d'origine dans notre pays, comme ça pourrait être ton cas à toi, d'origine malienne, avec des enfants par exemple qui sont nés ici, mais du coup qui sont dans un autre pays avec une autre culture, une autre identité? Quel genre de problème tu observes? Peut-être un problème de communication, tu en as déjà dit. Peut-être qu'ils ne passent pas assez de temps avec eux pour créer des liens. Des implications. Parce que là, regarde, même à l'école, quand on appelle qu'on a besoin d'un parent, c'est la maman qui est présente. Jamais, c'est jamais nous. Pourquoi? Ça pose problème. Parce que souvent, tes enfants, ils te demandent, papa, il faut que c'est toi qui viens me chercher. Ça te dit pas quelque chose là? Parce que quand tu vois le Mali, normalement c'est la femme qui s'occupe vraiment de l'éducation et on n'a pas fait la mise à jour quoi. Exactement. Ici, on pense que voilà, toujours c'est le cas. Ok, c'est le contraire. La femme, elle fait quand elle peut.
Et toi aussi, souvent, quand tu paies, il faut le faire. Et c'est ça qui nous manque en général. On n'est pas impliqué beaucoup par rapport à l'éducation des enfants. Et c'est la maman. C'est elle qui va à l'hôpital, c'est elle qui va à l'école, c'est elle qui... C'est ça en fait, ici en France. C'est tous nous, les zones qui sont ici, comme les Africains, on va dire. Donc c'est compliqué. Donc il faut s'impliquer davantage, être avec les enfants très souvent, dès que tu peux. Et c'est très très important. Déjà j'oublie et rester à la maison de temps en temps parce que c'est notre défaut. Et rester avec les enfants à la maison. Même très souvent même. Rester à la maison, les enfants te voient à la maison, c'est très bien. Parce que nous on est toujours absents. Quand on ne travaille pas, on va au foyer aller causer, faire du thé ou prendre du café. On rentre à la maison, c'est comme si on vient de travailler. On ne passe pas beaucoup de temps avec les enfants, et ni la femme, ça pose problème. Est-ce que les associations, par rapport à tout ce que tu viens de dire là, est-ce que les associations et les aînés, c'est-à-dire ceux qui ont été là avant, ceux qui sont plus âgés, il y a des jeunes, des moins jeunes on va dire, est-ce que les aînés, ils ont, tout comme les associations, ils ont un rôle à jouer par rapport à ça, dans la transmission de la culture, de l'histoire, pour comprendre et connaître le pays d'origine? Est-ce que les associations... Oui, il y a des associations, mais moi je connais peu qui s'occupent réellement des gens ici. La plupart des associations, ils s'occupent au bled. Les gens qui sont dans les difficultés là-bas, les gens qui ont besoin de moyens des aides. La plupart c'est ça, mais il y a des associations aussi qui s'occupent des familles ici. Mais pas beaucoup en fait. Alors, par exemple, si on regarde, il y a des associations qui s'occupent des femmes, et ils attendent que tu as de problème pour venir. Nous, c'est ce qu'on fait en fait. Ça, c'est les Maliens. Si on n'a pas de problème, on ne bouge pas. On ne va pas aller savoir ce qui se passe, ce qu'ils font. Non, c'est une fois qu'on a des problèmes, on commence à chercher à avoir les associations qui peuvent nous aider. D'accord. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux qu'on aille avant. Problème. Maintenant, on va parler du poids de la famille qui est restée au bled, la famille qui est restée au pays. Tu parles souvent du poids que portent certains hommes sur leurs épaules, c'est-à-dire le fait d'aider la famille qui est restée au bled, et tout en continuant à jouer pleinement ses rôles et ses responsabilités ici, dans sa famille qui est ici en France, parfois avec un seul salaire. Penses-tu que c'est toujours le même poids ou que les choses ont changé? C'est-à-dire que est-ce que ces dépenses-là, le fait de toujours supporter les dépenses des familles restées au bled, est-ce que par rapport au moment où toi tu es arrivé, ta génération à toi, et maintenant est-ce que ça a augmenté, ça s'est amplifié ou ça a diminué ou ça s'est stabilisé? Oui, ça s'est stabilisé un tout petit peu. Parce que quand on prend l'époque, les gens qui venaient ici là, à l'époque, ils étaient tous seuls. Par exemple, un garçon qui quitte dans sa famille au bled pour venir ici, il est tout seul. Toute la famille mise sur lui. Celui qui nourrissait toute la famille au bled. À la fin du mois, on attend qu'il envoie de l'argent pour vivre. C'était le chef du village. C'était le chef du village. Donc du coup, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais maintenant, vu que les petits frères, les neveux qui viennent, et ils vont commencer à lui soutenir, à nous aider à payer. Par exemple, nous, dans notre milieu somiqué, ils cotisent. Par exemple, si j'ai 2 ou 3 frères ici, on cotise à la fin du mois. Avant, j'étais tout seul. Maintenant, j'ai des petits frères, 2 ou 3, on cotise à la fin du mois, on l'envoie. Et ça stabilisait un tout petit peu. À l'époque, c'était une seule personne. J'en profite parce que on avait même quand ils sont plusieurs, quand ils sont en famille, chacun envoie de son côté, il reçoit des SMS. Du coup, il se retrouve chacun à multiplier les envois. C'est mieux que sinon, on a c'est-à-dire que le grand frère il dit bon, à la fin du mois, chacun ramène 100 € par exemple. 100 € c'est rien pour quelqu'un qui travaille. Donc il y a 100 € dit, et puis ça fait quelque chose. Déjà, on va essayer de exactement. Vous voyez, mais s'il n'y a pas l'entente, ça pose problème. Parce que Beba Nyeni à la fois, c'est moi qui ai envoyé telle somme, lui là il n'arrive pas, c'est moi aussi. Ok, non, si moi j'ai des problèmes et que c'est moi aussi j'ai pas pu payer, et toi tu peux mettre à ma place. S'il y a l'entente, mais quand il n'y a pas l'entente, ça pose problème. L'actualité et la diaspora aujourd'hui en France. Quand tu observes la jeune génération malienne aujourd'hui en France, à Paris, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens une fierté? Est-ce que tu ressens une déception? Ou est-ce que quelles sont les émotions qui te viennent par rapport à, si tu fais la comparaison, par rapport à ton arrivée à toi? Une déception. Oui, déception Léo, parce que c'est comme les Maliens s'évitent de ses enfants pour venir ici. Après les Maliens gagnent quoi? Il y a de plus en plus de jeunes. Oui, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent le village pour venir. Il y en a, ils meurent sur la mer. Ça donne quoi? Et ta village là, au bled, là, il y a plusieurs garçons. Ils sont tous partis. Et ça pose problème. Avant, ce n'était pas le cas. Il y a une ou deux personnes qui est là, qui envoient de l'argent. Mais on n'a pas préparé ça en fait. On n'a pas préparé aujourd'hui en fait. Pour empêcher les jeunes gens de venir ici. On n'a pas fait ce travail-là. C'est ça qui pose problème. Nous, ce que nous on a fait, quelque part, c'est pas notre faute. Par exemple, je donne un exemple chez les Soniqués. En fait, les Soniqués ici, on n'avait pas d'école, maternité, on n'avait pas de robinet, d'eau potable, rien. C'est eux-mêmes qui ont fait tout ça.
Ils cotisent à la fin du mois. Tous les mois, ils cotisent. Ils ont fait les robinets, ils ont fait les centres de santé, l'école, les mosquées, tout ce qui va avec. Même payer les professeurs. Donc, c'était difficile pour eux, déjà. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que tout le monde veut venir? Parce que quelque part aussi, là-bas, il n'y a rien. Quand il sait que toi, tu n'as pas l'expérience, tu ne connais rien, tu n'as pas été à l'école loin, et que tu es là, tu ne sais pas quoi faire, tu es incité à sortir, tu es incité à apprendre la mer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent le village pour venir en France ici. Mais quand on les voit ici, la rue de Paris, là, ça fait pitié. Même pas plus tard qu'hier, je vis un Malien, je ne vais pas dire son prénom, mais c'est un Sissoko, qu'on a discuté, il dort dehors, il commence à faire froid. Il n'a pas de papier, il n'a pas de famille, rien. Il fait quoi? Il est à côté juste de chez moi. Je vois des familles africaines qui viennent donner un monsieur. Ça pose problème. Quand on regarde l'histoire, l'espace géographique occupé par le Mali actuel, cette place-là, elle est centrale. C'est-à-dire qu'on la voit au milieu de la carte de l'Afrique de l'Ouest. Les hommes et les femmes qui ont toujours occupé cet espace-là, c'est-à-dire l'espace que l'on appelle aujourd'hui le Mali, ont toujours lutté contre la colonisation occidentale. Et même après avoir perdu des guerres, ils ont continué quand même à lutter jusqu'à finir par obtenir leur indépendance dans les années 1960, comme plusieurs autres colonies françaises. Parmi les résistants les plus connus, on peut parler de Amadou Tall, Samori Touré, Tcheba et Babeba Traoré. On regarde tout cela et le fait que le Mali soit indépendant aujourd'hui. Quels sont tes souhaits pour le Mali, pour l'avenir du Mali? Quels sont tes souhaits pour ce pays-là? J'en entendrai. Il faut se lutter, il faut se battre. Le monde aujourd'hui, voilà, il faut se battre pour pouvoir vivre. Pour avoir sa place. Bah oui, sinon après c'est mort. Parce que les guerriers, les grands hommes qui viennent de citer là, Babemba et Cheikh Mouktar à l'époque, c'était leur époque. C'était le temps de colonisation, tout ça là. Maintenant, il faut travailler, il faut inventer. Et ça, c'est dû à l'éducation en fait. D'accord. Et c'est ce qui a fait que le jour aujourd'hui, le Mali, c'est un peu difficile. C'est l'éducation qui est vraiment très très bas. Il faut investir dans l'éducation pour ça, franchement. Dans un premier temps, c'est ça. En fait. Éducation, santé. Une fois que c'est fait, ça vient naturellement. Mais aujourd'hui, le Mali vit dans une crise vraiment très compliquée. Maintenant, il faut que tous les Maliens soient vraiment solidaires, aider les Maliens à s'en sortir. Et on sait, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué, mais on sait qu'à l'heure actuelle, c'est dur pour les Maliens. Mais moi, j'ai l'espoir que ça va aller. Je sais que tu suis l'actualité du Mali. Il t'arrive même des fois de commenter, de réagir sur ces actualités-là. Le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, fait face à des nouveaux défis aujourd'hui. D'accord. Après l'indépendance, il y a des nouveaux défis aujourd'hui qui font. Voilà, l'Afrique de l'Ouest est appelée à relever, notamment les défis sécuritaires. On a des djihadistes qui souhaitent imposer la charia au Mali, un pays qui est déjà musulman, avec plus de 95% de la population. Un pays islamisé, il y a plus de 1000 ans. D'accord. Toi, tu connais très bien l'histoire du Mali. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'islam qui était déjà là au Mali respecte les us et coutumes du Mali, c'est adapté à l'histoire et aux habitudes, aux traditions, toutes les traditions qui sont sur cet espace-là. Par exemple, on a des trucs où on rend hommage aux ancêtres à travers l'islam au Mali, qui n'existe pas par exemple dans d'autres pays musulmans. Tu peux nous dire en quoi ça s'est adapté au territoire, l'islam qui est au Mali s'est adapté, et en quoi le projet des djihadistes d'appliquer la charia au Mali n'est pas une solution et n'est pas durable? C'est appliquer la charia, ça n'existait pas dans le monde. On dit comme ça, comme si même les mecs en Arabie Saoudite, et voilà, il n'y a pas de charia là-bas. C'est vrai. Mais pourquoi ils veulent l'imposer chez nous? Il y a une question à se poser. Mais moi, ce que moi j'ai dit, souvent j'ai dénonce même, c'est que nous, l'islam, c'est pas venu chez nous aujourd'hui. Comme tu as dit tout à l'heure là, c'est plus que 1000 ans. On connaît l'islam. Et c'est l'islam-là, c'était vraiment bien avec nous. Ça respectait notre culture, notre coutume, tout ça. Tout ce qui va avec, il n'y avait pas de problème. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines personnes, c'est pas tous, qui veulent que le Mali soit un pays islamique. Comment est-ce possible? Au XXe siècle, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais quelque part, c'est dû à nous-mêmes. Et les imams qui sont les chers, je veux dire, chez nous, ça dépend d'eux et les gouvernants. C'est-à-dire les gens qui nous gouvernent. Parce qu'ils ont laissé faire. Pas de contrôle, c'était pas encadré. Et ça a fait que les enfants, ils vont aller en Arabie Saoudite, en Égypte, un peu partout, au monde, aller étudier. Une fois qu'ils viennent, ils ne viennent pas avec l'islam, parce que déjà, il a laissé l'islam chez nous pour aller apprendre. Mais apprendre quoi? Idéologie, certaines idéologies quoi. Qui n'est pas adéquate avec l'islam. Exactement, qui n'est pas adapté chez nous. C'est ces gens-là aujourd'hui que tu les vois en train de prôner le djihad. Mais parce que quand on parle de djihad, une fois qu'on te dit ouais, le djihad, c'est dans le Coran. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas, il ne peut rien dire, il ne peut pas répondre. Mais c'est pas vrai. Il faut qu'on
on met les choses dans le contexte. Les djihad, c'est pas comme ça, tu vois, les djihad qui. Les musulmans ou les non-musulmans? Si c'est les musulmans, bah déjà, toi tu es musulman avant que tu sois djihadiste. Mais comment tu as su les musulmans, l'islam? Question. Comment tu as su l'islam? Parce que voilà, c'est chez nous. Tu as appris là-bas. Et après, tu reviens dire que voilà ce qu'on faisait, c'est pas bien. Il faut faire autrement. Ça ne colle pas. Déjà. Donc, en même temps aussi, il y a des projets. Hein. On sait que le terrorisme aussi, c'est quelque chose qui est fabriqué chez nous. Aussi, et financé, parce que ces gens-là, ils ne fabriquent pas l'arme. C'est ça. Hein? Et ils sont équipés. Qui c'est qui leur donne? Qui c'est qui leur paye? Il y a tout ça à se poser la question. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, et dans ma vidéo, j'ai dit il faut cesser d'envoyer les gens aller apprendre, aller faire des formations d'imam. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que déjà ça existe chez nous. Il y a des personnes chez nous déjà qui connaissent l'islam. Mais pourquoi envoyer les gens? Il faut que l'État aussi contrôle ce qui est dit aussi. Ce qui est impossible, là où ils vont apprendre cette idéologie-là, c'est déjà impossible là-bas. Mais pourquoi ils veulent imposer ça au Mali? Parce que l'État peut-être n'est pas assez, ne s'en occupe pas assez. Exactement, je te donne un exemple comme au Rwanda. Ce que Kagame a fait quand il est venu au pouvoir, il a fermé tous les mosquées et toutes les églises. Pourquoi? Il a dit non, c'était pas encadré. Maintenant, pour ouvrir une église là-bas, c'est tout à fait le problème. C'est surveillé, c'est encadré. Il y a des lois pour ça. Mais chez nous, et moi je viens aujourd'hui, je viens dans ton quartier, je vois qu'il y a un mosquée. Au lieu d'aller prier là-bas, et je vais aller construire une autre mosquée et 2 rues après. Et l'État, il est d'accord avec ça. Mais toi-même, en tant que musulman, ça c'est quoi ça? Ça tient pas. Mais bon, moi, je pense qu'il y a une solution à tout ça. Parce que c'est quoi la solution pour moi? Déjà, il faut que l'État prenne sa responsabilité. Déjà. Parce que laisser comme ça les gens faire ce qu'ils veulent, ça ramène que ça. C'est ce qu'on voit. Et les enfants, ils font quoi? Déjà, l'école coranique là, et les médecins qui sont chez nous là, c'est pas contrôlé. Hein. Quel programme? Mais quel programme là-bas? Faut tenir contrôler nos états fait quoi. Donc les gens viennent y apprendre comme ça. Et mon ami, il faut me dire depuis 7 ans jusqu'à 18 ans. Mais. Ah oui. Quand tu vois la plupart des djihadistes là, c'est des 18-20 ans, pas plus que 25 ans. C'est des jeunes, c'est des Maliens. Mais sauf que vous endoctrinez là, c'est-à-dire que vous lavez le cerveau là, et bien ils sont là en train de prendre l'arme que djihad. Djihad pour qui? Dieu, qui t'a créé, qui m'a laissé vivre sur la terre. Et toi, tu veux m'obliger à être d'accord avec toi. Mais c'est pas possible dans l'islam. Surtout qu'on est tous les deux musulmans. Bah, attends, ce qui est dans ton cœur, moi je peux pas le savoir. Si toi tu me dis parce que tu as peur de moi, moi je te dis ouais, il faut que tu sois musulman obligatoirement, tu dis bah ouais, je suis d'accord parce que j'ai l'arme. Mais est-ce que dans le cœur c'est comme ça? Non. Ça pose problème. Donc, et même ils sont en train de combattre Dieu sans se rendre compte. Parce que Dieu, c'est Dieu qui nous a tous créés. Bah, il sait que toi tu es bien, il sait que moi je suis pas bien. Pourquoi toi tu veux que moi je sois bien? Tu veux te mettre à la place de Dieu, même plus que Dieu. On est déjà ici, quoi. Mais bon, il faut trouver une solution. Solution, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà voir les imams, les prêcheurs là, qui se trouvent chez nous, qu'on leur donne les programmes, qu'on essaie de les expliquer aux jeunes que ça, c'est pas une solution. Déjà, regarde, ils ont détruit pas mal de villes, pas mal de villages. Le blocus un peu partout. C'est compliqué quoi. Et c'est lundi 3 novembre 2025. Après celle de Goulamina, le Mali, via le président Assimi Goïta, vient d'ouvrir une deuxième usine de lithium à Bougouni. Quels sont tes espoirs pour ces usines-là pour le Mali? Ces usines de lithium, quels sont tes espoirs pour le Mali? Bon, déjà, espoir B, parce que quand on regarde Mali, Mali doit être pour nous sans nous on disait que l'or, maintenant, lithium. Kangamoussa. Ouais, voilà, Kangamoussa, tout le monde connaît cette histoire-là. Mais c'est bien, ce n'est qu'un début, parce que bon, non seulement l'emploi créé, et puis aussi 35%. Ok, avant c'était 25%. Ça a augmenté. Il y a une amélioration. Maintenant, il faut voir comment on peut transformer aussi sur place. Exactement, c'est ce qu'il faut voir plus tard, parce que bon, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est étape par étape, et puis envoyer les gens aller chercher les savoirs. Tu vois, donc moi je pense que ça c'est déjà quelque chose à saluer, et qu'on continue comme ça. Si on peut faire autre chose, ou même si on peut faire le pétrole, pourquoi pas. Voilà, donc, ça crée des emplois, indirects ou indirects, quoi. Donc c'est bien. Moi franchement, bravo à la transition de faire ça, quoi. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Ça, on est tous d'accord, que tu sois dans la transition ou pas. Ça fait du bien au Mali. Nos projets à tous, c'est que le Mali avance, quelles que soient nos opinions politiques, voilà, ou idéologiques. En tant qu'activiste de la diaspora, quelles sont tes activités? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour aider le Mali à relever ces nouveaux défis et à retrouver la paix? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est difficile parce que c'est moi-même qui est en train de faire. Si je dis je vais parler de moi-même, tu m'as accordé cet entretien. Donc c'est un peu compliqué. Non, c'est juste parce que moi, tu sais, activiste, oui, bon. On a commencé, moi déjà j'ai commencé, c'était en 2017. D'accord. Avec Rasbach.
et quelqu'un que déjà je salue parce qu'il est en prison actuellement, je souhaite qu'il sorte vite. J'espère aussi. Voilà, c'est 2017 qu'on a commencé, c'est grâce à lui. La plupart des jeunes commencent à s'impliquer, parce qu'avant au Mali c'était pas le cas. On regardait ce qui se passe, et puis voilà, on passe à autre chose. Ça c'est positif, voilà, il y a eu évolution par rapport à ça, c'est grâce à lui. Et il a fait pas mal de travail par rapport à ça, il a élevé les consciences des jeunes maliens. Et avant, c'est pas parce que les gens ne connaissaient pas, mais les gens ne s'intéressaient pas en fait. Parce que nous, devenu, il a fait que les gens commencent à s'intéresser à la vie politique, la gestion de la cité, tout ça, voilà. Et il voit vraiment que ça a et surtout, il a fait une évolution, c'est très important parce que quand lui parle, déjà c'est un intellectuel, quand il parle en bambara. Et ça fait que beaucoup de personnes comprennent tout de suite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est de dénoncer des choses, en fait, des propositions, essayer d'expliquer les choses aux gens, tout ça, et par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je pense sur mon pays. Voilà, c'est juste ce que je suis en train de faire, le débit. Sinon, je ne suis pas professionnel. Donc, quand même. vous, ça fait beaucoup d'années que tu es dans la oui, bon, l'expérience. Ouais, un tout petit peu. On apprend. Moi, quand je discute avec toi, j'apprends quelque chose. Moi, je suis comme ça. C'est pareil, on a tous quelque chose à apporter. Personne, mais c'est tout. Oui, toi, tu as vécu quelque chose que moi, je n'ai pas vécu. Exactement. Donc, ça, c'est une leçon pour moi. C'est comme ça, on apprend petit à petit. Il faut s'intéresser, il faut dialoguer, il faut écouter, c'est tout. De toute façon, pour bloquer les bel état, et ni le mot, la maîtron, il est connaissant ici sur quoi. Parce qu'après l'école, c'est les recherches et puis l'écoute quoi. À cliquer les moufs là. Tout à fait. D'accord. Quel conseil tu donnerais à la nouvelle génération à la nouvelle génération qui reste attachée aux racines, à leurs racines, et quel conseil tu leur donnes pour ces personnes qui sont toujours attachées à leurs racines pour réussir ici ou ailleurs en Amérique quoi. Et surtout, il ne faut pas oublier d'où on vient. D'accord. Et ça, c'est très important parce que moi, la plupart des jeunes, je prends l'exemple sur moi-même. Quand je suis arrivé, j'étais le petit jeune. Dans la ville de Paris, on entraînait, on fait des choses. Après, tu vas regretter plus tard. Donc, les enfants qui sont là aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'ils vont vieillir. En fait. Quand tu ne meurs pas, tu vas vieillir obligatoirement. C'est sûr. En même temps, tu vas être un chef de famille ou un père. Ça, il faut réfléchir. Avant ces jours-là, il faut travailler. Il faut travailler. Parce que le monde aujourd'hui, on sait que ça va très très vite. Et puis il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à notre époque. Et là aujourd'hui, il ne faut jamais oublier. C'est ça qui est le plus important. Donc moi, les conseils que je donne, c'est ça, parce qu'on a laissé les parents là-bas. On est venu ici pour se chercher. Mais après, il y a une autre réalité qui nous attend, qu'on ne connaissait pas avant de quitter le pays. C'est ça. Et c'est très très difficile à faire face. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Parce que pour moi, quand on vient ici, déjà, je dis pas qu'il est échec total, mais c'est un échec. Quelque part. Parce que déjà en Afrique, on vient chercher. Il y a des gens qui nous poussent à sortir exactement. du pays. On vient ici parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherche. On vient ici. Mais on espère avoir ici, mais la plupart des gens échouent en fait. Et ça c'est dû à de ne pas vraiment faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Parce que bon, on peut venir ici s'installer ou vivre avec ta famille si c'est possible. Sauf que si on a envie de retourner ou on a fondé déjà une famille au bled, tel est le cas de pas mal de gens, il faut faire attention. Si tu peux dépenser 100 € par jour, il faut dépenser 50 €. Et c'est ça, nous on a fait une erreur au début. Parce que les chaussures, quand c'était 300, 400 €, pour moi c'était rien du tout. Pour moi c'était de l'eau à boire. Et aujourd'hui je regrette. Donc je dis aux enfants qu'ils font attention. Tu vois les téléphones iPhone 17 aujourd'hui, tu vas acheter. C'est plus qu'1 million et quelques en CFA. Moi je ne peux pas mettre ça au téléphone parce que j'ai pas le moyen. Tu vois. Donc toi tu te permets d'acheter ça. Mais après c'est des téléphones. Et pourtant 1 million ça peut faire quelque chose au pays. Donc qui fait attention et à ce qu'ils font déjà. Être responsable. Responsable déjà oui. Parce qu'après il faut se marier, il y aura des enfants, familles, tout ça il faut réfléchir. Parce que nous notre problème c'est ça en fait. On pense qu'à aujourd'hui, non pas demain. Et demain c'est difficile. Quelle place vois-tu pour la solidarité entre les jeunes et les moins jeunes? Voilà. Quelle place, quel lien on peut établir entre la jeune génération et les aînés? Ouais, déjà les aînés, ils sont là pour nous conseiller et surtout pour nous montrer le chemin, les bons chemins. Parce que nous, quand on est venu trouver les aînés ici, là, déjà ils nous empêchaient de sortir, aller en boîte, aller traîner, parce qu'après voilà, il peut y avoir des problèmes. Ils te conseillent. D'accord. Dans le rôle de conseil. Exactement. Nous aussi aujourd'hui, on n'est pas vieux, mais bon, un petit vieux.
Voilà, ce qu'on peut dire, c'est de montrer le schéma. Voilà, le bon schéma en fait. C'est tout simplement ça. Et si tu avais, vu qu'on s'approche de la fin de l'interview, si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération, tu l'as déjà donné, mais si tu avais un seul mot à leur dire, c'est quoi? Peut-être travail, bara. Bara. Ah oui, ça il faut pas. Et l'éducation, c'est ça le mot. Ah oui, en gros, le travail et c'est. Et c'est tout, il faut respecter les lois ici. Voilà. C'est très très important pour un immigré déjà. Voilà. Si tu n'as pas de problème par rapport à ça, c'est bon. Mais c'est que du travail. Et l'éducation. Travail, éducation. Et ouais, ça va se renseigner sur le pays dans lequel on est. Tu es déjà. Et ça permet d'avancer. On vient de finir l'entretien avec Habib Thiam, comme je l'ai dit, activiste et qui est écouté dans la diaspora malienne ici en France et qui est très actif sur tous les sujets qui concernent le Mali, l'actualité et qui s'emploie aussi pour faire en sorte que le pays puisse avancer et tout ça. Donc on le remercie de nous avoir accordé cet entretien. Ce qu'il faut savoir en résumé, c'est que derrière chaque visage discret de la première génération, comme celui d'Habib Thiam, il y a des histoires de courage, d'amour et de dignité, comme celle d'Habib Thiam. Ça nous rappelle que l'intégration ne se résume pas seulement à venir quelque part dans un autre pays, mais aussi à s'adapter et à connaître la culture du pays dans lequel on se rend. Et aussi, ça donne un rôle à ceux qui arrivent, c'est-à-dire un rôle de transmission, d'accueil, afin de permettre aux arrivants qui arrivent après eux de se construire et de s'intégrer assez facilement et plus, voilà, de façon moins difficile. Voilà, c'est tout.